Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Volvo S60. Le plus gros problème de la S60 était la transmission, ou plutôt les boîtes de vitesse. La transmission elle-même est bien conçue, offre une grande marge de sécurité et l'embrayage Haldex de l'essieu arrière ne nécessite des vidanges d'huile régulières que tous les 30 000 à 60 000. Sinon, surveillez les couvre-joints homocinétiques, l'arbre à cardan et le niveau d'huile dans les boîtes de vitesse. Il n'y aura pas de gros soucis. En principe, jusqu'à 150 000 km, ils ne font souvent aucune manipulation et rien ne casse. Mais la voiture n'a pas eu beaucoup de chance avec les cartons. Les voitures haut de gamme modernes sont proposées uniquement avec une transmission automatique, et la Volvo S60 ne fait pas exception. La mécanique ne se trouve qu'avec les moteurs essence 1.6 de plus faible puissance, et parfois avec les moteurs diesel. Les plus chanceux sont les moteurs multicylindres de la série modulaire, essence et diesel. Avec les moteurs B5204T8, B5204T9, B5254T12, B6304T4, D5204T3, D5244T15 avec les 5 et 6, en ligne bien méritée de la conception de Volvo, ils ont installé la machine automatique Aisin TF80S CTF80D déjà testée au combat. Là le seul problème dont après 2010 est un régime thermique trop dur et qui en découle, la durée de vie du moteur à turbine à gaz bloquant les garnitures et la contamination du cœur du soupape. Cela nous permet de le considérer comme très débrouillard, mais capricieux en termes de conditions d'exploitation. À propos, le régime thermique peut être facilement amélioré en installant un grand radiateur externe et un filtre externe, par exemple, d'un Honda CR-V de 3e génération, ce qui était souvent fait sur les voitures lorsque les premiers signes de problème apparaissaient ou même immédiatement après l'achat. Bien sûr, une boîte de vitesse à 6 vitesses n'est pas du tout bon marché à réparer, mais dans la plupart des cas, l'affaire se termine par le nettoyage et la réparation facile du corps de vanne, en remplaçant le revêtement et l'huile de la turbine à gaz. Le seul bémol est son relatif manque d'intelligence, diagnostiquer cette box avec un scanner ne montrera pas tout. Cela nécessite plutôt une connaissance du design et de l'ingéniosité. Et aussi, une compréhension des subtilités de l'hydraulique. Parfois, en plus de la surchauffe, la machine risque de fuir de l'antigel dans l'ATF. Malheureusement, ce problème est toujours d'actualité. En cas de corrosion de l'échangeur de chaleur en aluminium ou de destruction des raccords suite à un impact mécanique, des problèmes sont possibles, donc lors de l'achat, vérifiez l'absence de fuite dans la zone de connexion de l'échangeur de chaleur du boîtier, c'est un signe certain d'imminence grosse dépense. En effet, dans ce cas, tous les embrayages devront être remplacés et le corps de soupape sera nettoyé en profondeur, ce qui équivaut à une refonte majeure de la transmission automatique. La durée de vie typique avec un système de refroidissement standard avant les premières réparations est d'environ 150 000 km. Cela nécessite généralement le remplacement de 2 solénoïdes de pression de conduite et du solénoïde de verrouillage de la transmission automatique. Désormais, ils sont vendus séparément de la plaque du corps de vanne, ce qui réduit plusieurs fois le coût de réparation d'un tel défaut. Si les garnitures de la turbine à gaz ne sont pas usées à la limite, vous pouvez vous attendre à encore 100 000, voire plus, avant une intervention sérieuse de remplacement des joints en raison d'une chute de la pression de fonctionnement. Et avec des vidanges d'huile fréquentes et des conditions thermiques plus douces, la boîte de vitesse peut aller encore plus loin, ce qui se voit clairement dans l'exemple des voitures européennes avec des kilométrages supérieurs à 400 000. Le caisson est également très sensible à l'usure des bacs d'étanchéité et des joints en téflon. Avant de diagnostiquer le corps de vanne, il est impératif de vérifier la pression réelle de fonctionnement dans le système. Si, avec les solénoïdes linéaires complètement ouverts, la pression est inférieure à la normale, alors il n'est généralement pas nécessaire de remplacer la pompe à huile, elle est relativement fiable ici, mais de reconstruire tous les colis et de remplacer les joints. L'Aisin TF80SC est relativement bien maîtrisé en réparation. Les problèmes sérieux sont résolus avec assez de succès, mais pas à 100%. La situation est bien pire avec le robot Getrag 6 DCT 450. Cette boîte a été installée sur toutes les variantes de moteurs 4 cylindres, même les plus puissants de 300 chevaux. Volvo n'a pas installé la version plus jeune, avec embrayage à sec. Le 6 DCT 450 a des embrayages à bain d'huile et le moteur a un volant moteur simple et fiable. Comme tous les présélectifs, cette boîte de vitesse offre un excellent rendement et une excellente vitesse de commutation. Mais il y a plusieurs nuances. Comme le robot
Volkswagen DQ250, le corps de soupape, la mécanique et l'unité d'embrayage disposent d'un bain d'huile commun, ce qui augmente considérablement les exigences en matière de pureté de l'huile et augmente sa dépendance au style de conduite. Et hélas, comme ce fut le cas des Volkswagen DSG, les Getrag ont un design quelque peu inachevé. Un facteur supplémentaire qui affecte grandement le fonctionnement de cette transmission automatique particulière est que le rapport de démultiplication du premier rapport est trop petit, ce qui signifie qu'il est mal adapté au mode à basse vitesse sur les moteurs avec une traction insuffisante à basse vitesse. Les propriétaires de S60 subissent généralement des secousses pendant les changements de vitesse ou une perte de traction due à des erreurs de transmission automatique. Ce dernier est généralement associé à une surchauffe d'urgence. Que se passe-t-il avec cette boîte ? Dans la grande majorité des cas, la température élevée et la contamination de l'huile par des produits d'usure par friction en sont la cause. Le principal fournisseur de saleté dans l'huile au stade initial est le kit d'embrayage. Il fonctionne en cas de patinage lors du démarrage de la voiture et lors de la conduite à basse vitesse. De plus, un petit glissement est utilisé pour des changements de vitesse en douceur, mais il est insignifiant si la voiture ne parcourt pas 402 mètres chaque jour. La saleté de l'huile doit être filtrée par deux filtres, un filtre grossier interne, avec des aimants, et un filtre fin externe. Le second est un élément remplaçable et ne nécessite pas de démontage du boîtier pour son remplacement. L'huile n'est pas complètement filtrée, des particules abrasives y sont constamment présentes, mais si vous la changez à temps, elles sont relativement peu nombreuses et l'usure des éléments restants se produit lentement. Au fil du temps, et surtout à mesure que le degré de contamination par l'huile augmente, d'autres composants de la boîte commencent à s'user. Tout d'abord, deux solénoïdes de pression de ligne. D'ailleurs, ce sont les mêmes que sur la boîte Volkswagen DQ250. Parfois, le rinçage est utile, mais les tiges usées nécessitent généralement des réparations majeures ou un remplacement. Ensuite, les fourchettes dentées souffrent. D'abord, les inserts coulissants en laiton s'usent, puis l'aimant de la fourchette elle-même peut s'user. Bien entendu, les produits d'usure provenant des embrayages, des solénoïdes et des fourchettes pénètrent dans la pompe à huile, qui s'use également et fournit des produits d'usure au système. Si le filtre grossier s'encrasse, le fonctionnement de la box est encore plus perturbé. Dans les cas avancés, il n'y a pas assez de pression, le corps de vanne tombe en panne et des produits d'usure importants pénètrent dans le système, ce qui peut endommager les engrenages et le différentiel. L'usure s'accélère sensiblement à mesure que la température de fonctionnement de la transmission automatique augmente. Le système de refroidissement standard ne fonctionne bien qu'en l'absence de surchauffe constante du moteur et en l'absence de charge lourde. Et le thermostat natif, bien que conçu pour une température douce de 90 degrés, tombe souvent en panne. Abaisser la température de fonctionnement à 60 à 70 degrés ne fait généralement pas beaucoup de mal et, dans certains cas, c'est même utile. Mais des températures supérieures à 105 à 120 degrés entraînent déjà une usure rapide de l'huile et des fuites. En plus de l'usure des solénoïdes et des joints et de tout le plastique de la transmission automatique, l'huile elle-même commence simplement à brûler, dans les embrayages, où les températures peuvent être sensiblement supérieures à celles de l'huile dans le carter. Et les températures maximales de l'huile dans le carter dépassent 150 degrés, l'huile devient plus fluide. Le patinage émerge des embrayages entraîne à son tour une usure encore plus importante et un échauffement encore plus important, finissant la boîte rapidement et avec une garantie. En principe, la ressource du kit d'embrayage est assez importante. Avec une manipulation soigneuse de la pédale d'accélérateur, semblable à celle d'une transmission manuelle, et l'absence de course pendant le fonctionnement, elles sont presque éternelles. Il existe des voitures avec le kit d'origine et un kilométrage de 300 000, et dans les taxis, le kilométrage des voitures équipées de moteurs diesel dépasse le demi-million. La clé du succès n'est pas seulement la vidange d'huile, mais aussi l'état de fonctionnement de l'électronique et des capteurs de vitesse. Ils doivent parfois être changés. C'est ainsi que cela se passe en Europe, mais ici, tout est nettement pire. En Russie, ils souffrent de démarrage à froid, lorsque les embrayages glissent davantage et adhèrent de manière inégale à cause de l'huile visqueuse. Un autre catalyseur de l'usure du robot sont les embouteillages, dans lesquels les conducteurs se comportent comme avec une transmission automatique classique. Eh bien, vous pouvez enfin terminer la boîte en conduisant sur les autoroutes à une vitesse de 150 et plus. Pour le conducteur moyen, avec un kilométrage de 150 à 200 000 km, l'embrayage principal devra déjà être remplacé. Si l'huile a été changée au moins une fois tous les 45 000 km, le filtre tous les 15 000, c'est-à-dire à chaque entretien,
et la boîte avec de nouveaux solénoïdes, il est fort probable qu'elle n'aura pas d'usure notable. Mais si l'huile n'a pas été changée ou si le filtre a été changé avec l'huile, seulement à 60 et 120 000 km, l'usure sera alors très importante. Malheureusement, la description des problèmes ne donne pas une image complète de ce qui se passe. Le nouveau design de la box s'est avéré peu compatible avec nos services. Ils agissent au hasard, sans comprendre les processus qui se déroulent dans la boîte et sans connaître les caractéristiques de conception. Cela ne fait qu'augmenter le nombre de problèmes. Même un service de marque ne peut souvent pas résoudre les problèmes les plus simples associés à la phase initiale d'usure, aux dommages aux solénoïdes de pression linéaire, aux pannes des capteurs de vitesse et à la contamination progressive du filtre grossier. Les travaux, à grande échelle, entrepris avec le remplacement de tout s'apparentent plutôt à un banal vol de clients. Dans ce contexte, les quelques services spécialisés ne s'efforcent pas non plus de réduire le coût moyen des réparations et leur volume, bien que la probabilité d'un traitement réussi y soit sensiblement plus élevée. Mais un grand nombre de tentatives de réparation sans grand succès créent une image problématique de l'unité. Les dernières générations de voitures Volvo sont souvent appelées Ford par les connaisseurs de la marque. Et pas du tout pour la plateforme, elles n'attirent tout simplement pas l'attention. Mais le remplacement des moteurs classiques, des séries modulaires et 6.6 par des unités Ford EcoBoost et la nouvelle série VA, Volvo Engine Architecture, offense les experts. Avec tous les avantages des nouveaux moteurs, les anciens avaient une marge de sécurité bien plus grande et leur propre caractère spécial. Et l'histoire doit être valorisée. Dans la Volvo S60 de deuxième génération, les vrais moteurs ont été utilisés principalement jusqu'en 2015, date à laquelle sont apparues les versions les plus puissantes des moteurs à 4 cylindres. De plus, sous le capot, on pouvait trouver à la fois les moteurs 5 cylindres bien aimés et les 6 cylindres en ligne en version essence et diesel. Tout d'abord, je mentionnerai la particularité du système de refroidissement du moteur. Tous les moteurs S62 sont équipés d'un refroidisseur intermédiaire monté à l'avant, et le radiateur principal et le condenseur de climatisation sont assemblés en un sandwich serré. L'un des avantages de cette solution est que le refroidisseur intermédiaire est assez froid en conduite urbaine, même dans les embouteillages. Mais la tentative de rendre les radiateurs plus compacts et de les espacer du refroidisseur intermédiaire rend le système très sensible à la contamination. Le sandwich s'encrasse fortement et le refroidisseur intermédiaire lui-même est situé bas, c'est pourquoi ces nids d'abeilles non seulement se salissent, mais sont souvent également endommagés par des pierres. Il est nécessaire d'installer un grillage dans le pare-choc. Eh bien, vous devez laver les radiateurs régulièrement, sinon ils se boucheront fortement et seul le lavage et le retrait seront utiles, ce qui est généralement très peu coûteux. Des composés spécialisés pour nettoyer l'aluminium et un bon flux d'air comprimé sont très utiles entre des mains habiles et lorsque le pare-choc est retiré. La majeure partie de la saleté n'est pas visible, une couche de saleté se coince entre le condenseur et le radiateur principal, la distance entre eux est d'environ 1 cm, et souvent ce centimètre est étroitement obstrué par la saleté, et il y a une bonne couche de saleté derrière le refroidisseur intermédiaire. Vous pouvez simplement mouiller l'extérieur, mais cela ne servira pas à grand chose. La contamination du radiateur devient souvent le point de départ de dommages à la transmission automatique et au moteur. Lavez-les au moins une fois par an. La série de moteurs Volvo Modular Engine remonte à 1990 et les dernières versions ont été installées sur la S62 jusqu'en 2016. Ces moteurs à entraînement par courroie d'arbre à cam fiables et originaux ont gagné le droit d'être considérés comme l'un des meilleurs au monde. Oui, les dernières versions avec un groupe de pistons légers et un turbocompresseur ne peuvent plus se vanter de cette réserve de suralimentation et de cette durée de vie illimitée, mais elles peuvent néanmoins facilement prendre soin de leurs 300+ avec un entretien normal. Oui, il y a une ceinture et il faut la changer. Et de plus, il n'y a pas de compensateurs hydrauliques, et à la place des couvre-lits d'arbre à cam, il y a un couvre-culasse supérieur, ce qui ne permettra pas la procédure de contrôle des jeux sur le terrain. Le système de ventilation du carter est assez capricieux et, en fait, il n'y a presque rien à redire. Bien entendu, la turbocompression nécessite le fonctionnement idéal de nombreux systèmes moteurs. Le moteur n'aime pas la surchauffe, il peut facilement entraîner la culasse, les bagues s'ajustent avec une garantie et les guides de soupape faible nécessitent un contrôle régulier des joints. Les 6 cylindres en ligne turbocompressés de la série 6.6 sont un peu plus récents que les modulaires, mais tous les mots chaleureux peuvent leur être appliqués. À moins que la chaîne de distribution sur les moteurs turbo ne plaise à une ressource prévisible. Mais la puissance est plus que suffisante,
la durée de vie du moteur est excellente et il existe des possibilités de réglage. Mais les 4 en ligne d'origine Ford produisent ici une impression ambivalente. D'une part, ce sont d'excellents moteurs, simples et bon marché, au design très réussi. En revanche, ils ne peuvent clairement pas résister au degré de forçage inhérent à leur dernière version. D'où de nombreux problèmes d'usure des derniers cylindres, de grillage des pistons, d'usure des chemises et d'apparition précoce d'usure des segments. La recommandation d'utiliser des huiles SAE20 à faible viscosité de spécification Ford ne contribue pas non plus à la longévité des moteurs. Les moteurs de 1,6 litres sembleront vaguement familiers à tous les propriétaires de Ford Focus 2. Volvo en propose une version légèrement brutalisée, avec une puissance de 150 à 180 chevaux. Bien sûr, avec suralimentation, injection directe et déphaseur. De plus, le moteur dispose également d'une pompe à huile à palette à cylindrée variable, très capricieuse en termes de degré de contamination par l'huile. Les deux options de moteur sont extrêmement sensibles à la surchauffe et à la perte de pression d'huile. Il est nécessaire de surveiller la propreté des radiateurs, de changer l'huile sensiblement plus souvent que prévu lors d'une utilisation active, et il est conseillé d'utiliser au moins de l'huile SAE30, et en été, à haute température, SAE40. Le moindre dysfonctionnement dans le fonctionnement de l'équipement de carburant, surchauffe, mauvaise huile, et voilà les pistons gris et le vilebrequin se soulèvent. Dans le pire des cas, le bloc est envoyé pour élimination. Et il peut y avoir de nombreuses raisons. Une pompe à essence basse pression peut ne pas fournir cette même pression, les filtres peuvent s'encrasser, la pompe d'injection peut également créer des pulsations ou ne pas fournir suffisamment de pression, les radiateurs s'encrassent régulièrement et un simple « recuit » après un bouchon peut conduire à des résultats désastreux. En général, les moteurs ne sont pas mauvais, mais ils nécessitent de la prudence lors de leur fonctionnement. Le moteur d'1,5 litre est complètement différent, il a un entraînement par chaîne d'arbre à cames, il a moins de problèmes avec les embrayages à déphaseur et un bloc cylindre plus solide, il est moins sujet à la surchauffe. Mais sinon, les problèmes sont les mêmes, et ils sont également associés à un degré de forçage très élevé. Nominalement, il appartient à la nouvelle série VA, mais en réalité il s'agit d'un moteur Ford presque inchangé, que l'on retrouve sous le capot de la moitié des Ford européennes. Les moteurs de 2,0 litres se positionnent comme un développement propre à Volvo. Mais si on y regarde bien, l'architecture VA ou E-Drive est très similaire au moteur Ford EcoBoost Mi 4, en tout cas, le bloc cylindre est quasiment exactement le même, et la culasse rappelle subtilement. Et même les roulements du dernier B4204 T7 s'adaptent parfaitement à Mazda, et le vilebrequin peut en être retiré. C'est donc toujours exactement l'héritage de Ford, peu importe à quel point l'entreprise se vante de son indépendance et de ses développements. En général, le bloc cylindre Mazda L peut assez bien supporter une puissance supérieure à 300 chevaux, il n'y a donc rien d'étrange dans l'apparition de versions d'usine avec un tel boost. Mais une Mazda 6 MPS préférée des fans est une chose, et les voitures Volvo plutôt lourdes et massives en sont une autre. De plus, avec de l'huile à faible viscosité, avec des radiateurs et des bouchons bouchés. En conséquence, des moteurs avec un niveau de suralimentation de 200 à 245 chevaux. C'est avéré pas assez fiable pour un usage quotidien. Sans les difficultés qui les ont tourmentés avec la coquefaction des valves après des centaines de milliers de kilomètres et un programme de contrôle infructueux avec détonation sur de l'essence à indice d'octane de 95, ils auraient bien pu faire leurs preuves. À des températures normales, des vidanges d'huile fréquentes et un nettoyage régulier des vannes en apportant du détergent à l'entrée, elles se comportent bien. Et en fonctionnant avec de l'essence à indice d'octane 98 et des huiles de haute qualité avec une viscosité supérieure à SAE30, ils peuvent toujours afficher une durée de vie très décente du groupe de pistons. En général, la conception est assez réussie, mais très exigeante en maintenance après 100 à 150 000 km et nécessite un niveau élevé de culture d'exploitation. Les options de moteurs de 306 et 367 chevaux sont bien plus intéressantes. Dans ce cas, un compresseur a été ajouté pour aider le turbocompresseur, le système de suralimentation était compliqué et l'unité a été encore renforcée. Le résultat s'est avéré assez extraordinaire, avec du carburant E85 ou une bonne essence à indice d'octane 98, le moteur a même une bonne durée de vie et le système complexe fonctionne de manière fiable. Mais si le réservoir fait 95, une bonne pression sur le gaz peut suffire à griller les pistons. Un firmware plus récent pour ce moteur a résolu le problème du « un clic », mais la conception est en tout cas très extrême,
et une voiture plus ancienne équipée d'un tel moteur ne sera clairement pas facile à entretenir. Étonnamment, les problèmes des moteurs Mazda L d'origine n'ont pas disparu. Voici les mêmes caractéristiques avec des fuites du système de refroidissement, des fuites de l'échangeur thermique, des joints faibles, une mauvaise conception du thermostat et du système de ventilation du carter. Mais jusqu'à présent, tous ces problèmes n'en sont qu'à leur balbutiement en raison d'un kilométrage relativement court et de la présence de problèmes beaucoup plus graves. Les moteurs diesel sont représentés principalement par des variantes du moteur 5 cylindres classique, D5204, qui a fait ses preuves et ne présente pas de problème particulier, à l'exception des moteurs diesel classiques avec équipement de carburant. Ceci conclut les informations sur les problèmes de la Volvo S60. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.